Salut à toutes et à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour un sujet qui devait initialement être enregistré sous forme de podcast. Mais je me suis rendu compte hier qu'il était vraiment pas possible de continuer en fait à uploader des formats podcast sur YouTube parce que c'est juste pas du tout pratique à l'écoute et ça génère du coup beaucoup moins de vues. Et même si les vues c'est pas tout, c'est quand même beaucoup quand on passe autant de temps à produire du contenu et quand c'est une activité professionnelle qu'on a aussi. Tout simplement, je pense qu'il va falloir que je réfléchisse vraiment à comment gérer ce nouveau format qu'est le podcast et qui semble s'imposer à moi. Donc aujourd'hui je vais vous parler de Sibeth Ndiaye, mais pas vraiment d'elle en fait, plutôt des réactions qui ont été observé suite à sa nomination au rôle de, entre autres, porte-parole du gouvernement. J'aurais aimé ne pas avoir à faire cette vidéo, mais j'ai trouvé qu'elle était un bon moyen, premièrement, d'illustrer parfaitement l'intersectionnalité, de critiquer à nouveau, comme une piqûre de rappel, le mouvement politique français, enfin le milieu politique français plutôt, ainsi que les médias, et la manière dont ils traitent les femmes et les femmes racisées, ou les femmes queer, ou les femmes en général, dans ces milieux. Alors, au cas où vous ne l'auriez pas vu, mais ça me semble peu probable, il y a des remaniements qui ont été effectués au sein du gouvernement, n'est-ce pas? Et Sibeth Ndiaye, qui était jusque-là dans l'équipe de presse et dans l'équipe de com et de conseil de Macron, a été promue et elle occupe désormais le poste de porte-parole du gouvernement. C'est surtout pour ça, on va dire, qu'on va parler d'elle. Et en fait, c'est quand même un moment assez historique parce que des femmes qui occupent des postes importants et des femmes noires qui occupent des postes importants, il n'y en a pas énormément. Le fait que vous puissiez citer celles qui ont été dans ces positions-là sans effort montre bien qu'en fait elles ont été des exceptions, parce que si je vous demande de faire la liste de tous les hommes qui ont été porte-parole du gouvernement ou de m'en donner au moins 5, je pense pas que tout le monde en soit capable. Donc déjà, ne venez pas en disant et celle-ci, parce qu'elles se comptent sur les doigts d'une main, et le fait que vous puissiez les nommer aussi facilement, c'est un, que c'est rare, et deux, ou alors que ça vous a marqué, et si vous venez faire la réflexion, c'est que ça vous a pas forcément marqué pour de bonnes choses. Je commence tout d'abord par dire à ceux qui viendraient dire que mais pourquoi est-ce qu'on parle du fait que c'est une femme, et pourquoi est-ce qu'on parle du fait qu'elle est noire, pourquoi est-ce qu'on parle pas tout simplement de ses qualifications, de ce qu'elle a fait dans la vie, etc. Ou alors qui viendraient dire de toute manière désormais pour réussir il faut avoir entre guillemets une particularité, donc être une femme, être queer, être racisée, être... peu importe quoi. J'ai tout simplement envie de vous dire d'ouvrir des livres d'histoire pour voir que ces éléments sont importants parce que c'est des éléments sur lesquels se sont appuyés les groupes au pouvoir pour discriminer, pour oppresser les femmes, les personnes racisées, les personnes queer, etc. Mais également d'ouvrir un livre d'histoire pour vérifier qu'effectivement ça se saurait et ça se remarquerait dans les statistiques si ces particularités qui sont ontologiques et qui donc n'auraient pas leur place dans le débat permettaient de gravir les échelons plus rapidement et permettaient d'avoir accès aux mêmes chances que les autres. C'est pas le cas. J'ai envie de vous parler de ça parce que ça montre à quel point la France, qui se vante pourtant d'être un pays qui a dépassé ses problématiques de racisme, ses problématiques de colonisation, ses problématiques de xénophobie, ses problématiques de racisme, et qui pointe toujours du doigt soit les États-Unis comme les mauvais, les méchants, de qui on importe toute cette théorie fumeuse qui ne sert à rien, soit de montrer les autres pays, surtout des pays africains ou des pays du Moyen-Orient, pour dire regardez ces arriérés, comment ils traitent les femmes et comment ils traitent les étrangers et à quel point là-bas il fait pas bon être différent. Eh bien, en France, en réalité, on a toujours d'énormes problèmes à accepter que se retrouvent en fait tout simplement dans les postes à responsabilité, dans les postes à pouvoir, dans les postes importants aux yeux de la société, dans les postes culturels également, eh bien la population française. C'est-à-dire que tout simplement, si on regarde proportionnellement au nombre de personnes qui sont françaises, ou de personnes qui vivent en France, qui payent des impôts en France, qui ont fait des études en France, au nombre de personnes diplômées, en fait, on retrouve très peu de proportionnalité au plus haut rang et au rang des personnes en fait qui ont réussi entre guillemets. Et non, c'est pas une question de compétence, ça se saurait s'il y avait un gène de l'homme blanc qui permettait de mieux réussir. Voilà. Et c'est ce qu'on observe très facilement en fait, cette peur et cette méfiance et tout simplement ce refus de laisser le pouvoir et de laisser les postes à responsabilité à des personnes qui ne sont pas des hommes, qui ne sont pas blanches, qui ne viennent pas d'un certain milieu social, qui n'ont pas un certain capital culturel et qui n'ont pas une manière de parler également qui correspondent. Et donc
on va aujourd'hui s'attarder, on va essayer de le faire assez rapidement quand même, sur les critiques qui ont été faites à Sibeth Ndiaye, notamment sur tout simplement ses qualifications et est-ce qu'elle est apte à remplir cette fonction et les impératifs de cette fonction, son physique, parce que ça a quand même été malheureusement, bien évidemment, encore une fois critiqué, et enfin le mépris au niveau de la langue utilisée, donc une forme de classification, de hiérarchisation linguistique. De toute manière, on le sait, les femmes souffrent en politique, c'est un fait évident en fait. Et à ceux qui voudraient dire le contraire, il suffit tout simplement de rafraîchir la mémoire. On peut penser aux sifflets qu'apparemment n'ont pas pu s'empêcher de jeter les sénateurs par rapport à la robe de Cécile Duflot. On peut penser à la douleur atroce qui semble les saisir lorsqu'ils doivent féminiser ou plutôt démasculiniser des mots tels que Madame la Présidente et pas Madame le Président. On peut penser aux insinuations plus que douteuses, par exemple sur la vie privée des femmes et pas trop sur la vie privée des hommes. On peut penser ainsi à Rachida Dati. On peut penser aux agressions sexuelles et aux violences sexuelles et au harcèlement sexuel qui sont présents dans bien des mouvements et bien des courants politiques. On peut penser au peu de représentation et au fait qu'il soit très difficile de citer des femmes premières ministres parce qu'il n'y en a eu qu'une, des femmes présidentes parce qu'il n'y en a pas eu, etc. On peut penser à toutes les insultes que se prend Marlène Schiappa à longueur de journée. On peut penser à la violence qui s'est exercée contre Christiane Taubira et justement c'est d'elle dont j'ai envie de parler pour faire une petite transition parce que oui, nous savons que les femmes souffrent parce que le milieu de la politique est un milieu extrêmement patriarcal, sexiste et machiste, mais lorsque la personne en question est une femme et est en plus une personne non blanche, s'ajoute à cette peine du sexisme et du machisme la peine du racisme. Effectivement, Christiane Taubira a elle été bien sûr surtout attaquée en fonction par rapport à sa couleur de peau, mais aussi par rapport au fait qu'elle était une femme, et donc il fallait qu'elle se justifie tout le temps, ses réformes et ses idées étaient bien trop laxistes, n'est-ce pas? Elle était totalement à côté de la plaque, elle était incompétente, etc. Et en plus, elle était noire, on peut se rappeler des posts qui avaient été faits par des membres du FN, il me semble, à son encontre sur Facebook, il me semble. Voilà, la liste pourrait continuer, et elle continue d'ailleurs malheureusement avec Sibeth Ndiaye qui a vu en fait, dès qu'elle a été nommée, eh bien, aussi bien des individus isolés sur le net que des institutions, des médias et des journaux, en fait la critiquer d'une manière soit explicite du côté des individus sur le net et totalement assumée, soit implicite et déguisée en misogynoire déguisée justement sous forme de critique politique alors que pas du tout, du côté des journalistes par exemple. Il y a un post que je vais insérer là je pense qui montre les commentaires qu'on peut trouver sur Facebook lorsqu'une femme noire occupe un poste en politique. Voilà, c'est ça les réactions des gens. Ensuite, elle a été fortement critiquée sur son afro parce que, oui, elle a osé laisser ses cheveux naturels et ses cheveux ont commis le crime insupportable d'être crépus, ce qui apparemment est fortement répréhensible, d'accord, et apparemment aurait une influence sur son sérieux, sur son respect, sur son professionnalisme, n'est-ce pas? Donc ça, c'est encore juste un élément quand même très important à souligner parce qu'on fait que répéter aux femmes que toutes ces questions sont triviales, la question des cheveux, la question des poils, la question de l'habillement, la question de la drague ou du flirt, tout ça c'est trivial, est-ce que ce sont réellement de vrais problèmes? Mais la réalité c'est que c'est ce qu'on nous ressort également toujours lorsque l'on cherche à gravir des échelons, lorsque l'on cherche à être respecté, lorsque l'on cherche à avoir un poste à responsabilité, peu importe. Donc oui, l'intime est fortement politique, il est fortement politique parce que, un, on l'utilise pour nous museler, pour nous empêcher de nous exprimer. Alors justement, lorsqu'on veut aborder ces problèmes, on nous dit « tais-toi, tu crois vraiment que c'est des choses qui intéressent le pays, qui intéressent la société, qui intéressent autre que toi ?» Et on l'utilise également pour nous rabaisser, nous infantiliser, nous moquer et donc du coup nous remettre à notre place. Voilà, c'est quand même juste absolument aberrant et encore une fois, les femmes noires en parlent beaucoup de leurs cheveux. Bon, beaucoup veut dire beaucoup et il faut les écouter parce que c'est réellement un énorme problème qu'en 2019 on n'arrive toujours pas à comprendre que oui, beaucoup de femmes noires ont des cheveux crépus et que oui, des cheveux crépus ne ressemblent pas à des cheveux bouclés ondulés ou à des cheveux raides et c'est la vie. Tout simplement, j'ai envie de dire. L'autre point que j'avais envie d'aborder, c'est que on l'a beaucoup critiqué sur son usage du mot job au lieu de métier, de poste, d'emploi, de peu importe ce que vous voulez dire. En fait, pour être honnête avec vous, comment est-ce que moi je me sens vis-à-vis de ce mot?
Je suis un peu mitigée dans un sens parce que je suis pas quelqu'un qui accorde énormément d'importance aux normes aussi bien vestimentaires, sociales que linguistiques, et en même temps on peut pas s'empêcher de constater que les mots qu'on utilise ont un sens et ont donc des connotations, des significations, et qu'on les choisit pas au hasard. Moi ce qui m'embête, c'est qu'en fait l'anglicisme qu'elle a utilisé à ce moment-là, c'est un anglicisme qui chez certains hommes politiques ou chez d'autres personnes aurait été considéré comme un signe d'ouverture d'esprit, comme un signe de jeunesse. Les anglicismes dans certains milieux sont vraiment vus d'une manière assez améliorative, ils sont signes de volonté d'entreprendre, de modernisme, d'ouverture sur l'autre, inspiration de ces pays anglophones qui font apparemment tellement mieux que nous dans tellement de domaines. Et par contre chez d'autres, l'anglicisme c'est une pauvreté du vocabulaire, une pauvreté lexicale, un manque de sérieux et un manque de prise de conscience sur les responsabilités qui incombent à tel ou tel poste. Donc encore une fois, c'est toujours un double discours qui n'est pas du tout juste et qui s'adapte en fonction de la personne que l'on veut critiquer. Voilà. Je finirai également sur le fait qu'on peut tout simplement... Alors, bien sûr c'est un problème... Oh, il me saoule avec les travaux, je suis désolée. Bien sûr c'est un problème sexiste, bien sûr c'est un problème raciste, mais c'est également, il me semble, un réel problème au niveau de la perception qu'ont les Français, beaucoup, du respect, de l'autorité, des postes... important et symbolique, parce que je trouve que tous les postes sont importants, mais en gros, à chaque fois que vous occupez une certaine position, vient bien sûr un certain décorum et un certain ensemble de normes que vous devez appliquer aussi bien dans votre gestuelle que votre langage, que votre tenue, que votre comportement. Et on a beaucoup de mal à l'heure actuelle en France à comprendre qu'on ne peut pas continuer à critiquer un pouvoir qui est corrompu, un pouvoir qui est abusif, un pouvoir qui nous semble inique, un pouvoir qui stagne, un pouvoir qui ne change jamais rien, un éternel retour presque, et en même temps refuser et être toujours absolument scandalisé lorsque on essaye de changer ce pouvoir. Je dis pas que mettre des jeunes et mettre des femmes viendra résoudre le problème, parce que non, j'ai déjà fait une vidéo d'ailleurs sur ça, sur la parité, est-ce forcément un bien, je la mettrai quelque part, mais il faudra accepter un jour ou l'autre qu'en fait on peut plus continuer à faire de la politique comme on le fait à l'heure actuelle en espérant avoir des résultats différents. Et ça me fait bien rire parce que lorsque c'est Macron qui se présente, là on dit qu'il est différent, qu'il est jeune, qu'il est motivé, qu'il est ouvert, qu'il parle anglais, etc. Donc là c'est cool. Et par contre quand c'est des différences qui sont quand même plus alternatives, là ça pose toujours beaucoup de problèmes. Donc ça encore une fois, c'est je pense un trait très français, et ça vient évidemment se greffer à tout ça, même si le problème de base c'est le sexisme et le racisme. Je finirai donc cette vidéo en disant que j'ai critiqué le gouvernement Macron, j'ai critiqué Macron depuis le début et je continuerai de le faire. Si vous me suivez sur Twitter d'ailleurs, vous voyez que je tweete souvent à ce sujet-là. Je suis totalement en opposition avec cette politique qui est menée depuis l'élection de Macron. Et je ne m'empêcherai pas de critiquer Sibeth Ndiaye si j'en ai besoin, mais je ne viendrai pas sortir des choses du genre on peut même pas la critiquer parce qu'on nous sortira qu'on est raciste. Non, si tu fais une critique politique, si tu fais une critique sur les idées, si tu fais une critique sur les politiques menées, sur les actions menées, tu n'es pas raciste. Si tu as cette peur d'être raciste, c'est que tu as un malaise avec la question raciale en France et il faut donc te documenter, ou que tu es raciste, et dans ce cas-là, il faut juste te taire. Je peux être en total désaccord avec les idées et les partis et les mouvements politiques, toutefois ça ne justifie et ça ne justifiera jamais toute forme d'oppression et de discrimination que ce soit. Je vais finir cette vidéo avec des recommandations de lecture qui pourront donner plus de parole aux concernés, qui pourront peut-être également vous aider. J'ai envie de vous recommander Fatou Diom, qui est une autrice qui parle de ces problématiques d'oppression, d'exclusion, de discrimination et de racisme. J'ai envie de vous proposer James Baldwin, qui est juste une lumière d'intelligence, de sagesse et de génie, j'ai envie de dire, dans ce monde. Et j'ai surtout envie de vous parler notamment de Fire Next Time, qui est tout petit et qui est un concentré de bonnes choses, tout simplement. J'ai envie de vous parler du nouveau livre de Rokhaya Diallo qui ne reste pas à ta place et qui me semble absolument tout à fait correspondre au sujet qu'on vient d'aborder. J'ai également envie de vous parler de Chimamanda Ngozi Adichie, qui a beaucoup écrit justement par rapport à aux questions plus intimes et personnelles des femmes noires et à quel point ça peut être des outils d'oppression et de discrimination dans la vie. Je vous recommande The Finger on Your Neck, ou La chose autour de son cou, qui est un recueil de nouvelles qui donc est peut-être plus facile à lire par exemple.
Et je vais finir avec Toni Morrison, qui est vraiment l'une des autrices phares de la littérature américaine et afro-américaine, et qui parle toujours avec brio et grand talent des questions raciales, et c'est des réflexions et des idées que l'on peut totalement... alors c'est pas qu'on peut les importer en France, mais en gros... même si c'est un contexte différent, même si c'est une histoire différente et une position différente, ça reste très enrichissant, très instructif et je ne peux que vous la recommander. Voilà, j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. Je suis absolument désolée pour les travaux, mais il y en a toujours chez moi en ce moment et il faut quand même que je filme pour vous. Vraiment désolée. J'espère que ça vous aura intéressé. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé et à donner également votre opinion, vos avis. Vous pouvez me suivre sur Instagram, je poste beaucoup sur Instagram. Vous pouvez me suivre sur Twitter et vous pouvez me soutenir financièrement sur Patreon avec 1 € par mois si vous le souhaitez pour m'aider à produire du contenu de qualité. Voilà, et je vous dis à la prochaine!